Ladies and gentlemen, Mesdames et messieurs, je vous souhaite la bienvenue à cette deuxième séance plénière. Je suis ravie de vous revoir. Comme vous avez déjà vu, grâce au clip qui vient d'être projeté, ce clip qui donne des informations très visuelles, la communication est très importante. La communication va être le sujet de notre deuxième plénière. Nous avons un panel formidable. Je vais, pendant la table ronde, m'adresser à la salle également. Si vous souhaitez poser des questions ou vous rajouter des commentaires, n'hésitez pas, je vous passerai le micro. Donc, comment rendre plus sexy la gestion des routes, comment mieux communiquer sont les questions qui nous animent ce matin. Donc, veuillez, s'il vous plaît, accueillir les présidents de la séance. Tout d'abord, Siobhan McKelvey. Elle est la présidente de l'IBEF en Belgique. On l'applaudit chaudement. Bienvenue. Le deuxième président s'appelle Juan José Potti, qui est le président de ACEFMA et le vice-président de l'AEC Espagne. Tout d'abord, avant d'inviter les autres membres du panel à venir me rejoindre, puisqu'on va voir toute une série de présentations ce matin, tout d'abord, je voulais demander les points de vue de nos présidents. Siobhan, depuis longtemps, vous travaillez dans le secteur du bitume, de l'asphalte et des routes. Quelles ont été les plus grandes évaluations que vous avez constatées en communication? C'est super de vous voir tous ici. C'est vrai, comme vous avez dit, Alex, je travaille dans ce secteur depuis plus de 25 ans. Vous avez du mal à le croire, je le sais. Mais quand j'ai commencé, j'étais super impressionnée par l'engagement de l'industrie vis-à-vis de la formation au sein de l'industrie. Bien sûr, c'était un environnement peuplé d'ingénieurs super qualifiés. Donc, c'était naturel pour moi de migrer vers cet environnement. Mais il y a 10 ans, lors de la crise économique, les gens repensaient leur avenir, l'avenir du marché et de leurs entreprises. Donc, il y a 10 ans, avec ma formation au niveau des matériaux, mais dans le secteur routier, nous avons subi une grande pression. Il fallait se poser la question de l'avenir de notre industrie. Et c'était très stimulant. Il y a beaucoup plus d'initiatives qui ont été lancées. Les gens en parlaient au sein de l'industrie. Oui, à l'époque, on avait l'habitude de s'exprimer. Mais nous avons tellement d'arguments techniques. Ce n'était pas ça le problème. Mais c'était encourageant de voir les changements vis-à-vis de notre regard qui se tournait vers l'extérieur de l'industrie. Donc, c'est quelque chose que j'ai constaté il y a une décennie. Je ne sais pas si vous êtes d'accord avec ça, mais moi, j'ai commencé à voir des initiatives formidables. J'ai eu la chance de participer à un projet, la campagne des avantages de l'asphalte, des enrobés, si vous préférez. On a pris le soin de traduire les arguments de choc pour être compris par un public plus large. Donc, on adapte la valeur technique d'un élément pour correspondre aux besoins des utilisateurs finaux. Donc, nous nous engageons davantage avec les autres. Il y a 3 ans, lors de cette même conférence, le PPRS, on voulait contacter un public plus large. On voulait parler avec des décideurs, des politiques.
On voulait souligner l'importance d'avoir une voirie en bon état. Donc ce genre de projet est beaucoup plus commun. Je peux raconter une petite anecdote avant de passer le micro. L'impact est véritable. Moi, je viens d'une ville merveilleuse qui s'appelle Liverpool. J'habite pas loin. Et avant de quitter Liverpool, j'ai entendu à la radio que le prince Harry, qui se marie dans quelques semaines, vous en êtes au courant, j'en suis sûre. Donc, la municipalité de Liverpool a décidé de lever des fonds pour organiser des fêtes dans la rue pour les citoyens. Et il y a tellement de protestations du public. Ils ont dit, on n'a pas besoin de vos fonds pour faire la fête, on a besoin de vos fonds pour réparer nos routes et nos rues. Alors, il y a 10 ans, on n'aurait pas vu cette réaction, puisque le public n'était pas vraiment conscient des routes. En fait, je suis née en Écosse, mais je vis à Liverpool. Et Juan José, quels sont les plus grands... Oh, non, suivant toujours. Quels sont les plus grands défis? En fait, en ce qui concerne la communication, il faut identifier les influenceurs clés. Auparavant, comme je l'ai déjà dit, on avait trop l'habitude de réfléchir entre nous. Mais on n'a pas besoin de nous convaincre mutuellement. Nous sommes passionnés par notre travail, par nos enrobés. Je crois qu'il faut trouver le bon public, il faut définir les messages importants à livrer à ces nouveaux publics. Donc, c'est le principe de toute bonne campagne de marketing ou de communication. Vous avez demandé un troisième défi. Le troisième défi est l'Europe. On a beaucoup de cultures, beaucoup de différentes langues, ce qui est un plus, bien sûr, avec notre histoire. Mais le défi principal est de tout rassembler lorsque nous avons un objectif commun pour qu'on ait un impact plus important. C'est faisable, mais c'est un défi auquel il faut faire face. Et que souhaitez-vous voir comme résultat des ateliers que nous organisons ici à Nice? Quel serait le résultat maximum, à votre avis? Je suis convaincue que le public va entendre ce matin des exemples formidables de tout ce qui se passe dans les différents pays. Il y a des initiatives formidables et je vois, elles sont de plus en plus nombreuses. Et c'est très encourageant de constater cela. Mais j'espère qu'également, on se rendra compte que, en fait, vous savez, il y a des chanteurs qui sont exceptionnels en solo. Et si vous les rassemblez, vous avez un chœur. Et mon but, je crois que notre séance aujourd'hui peut faire l'illustration que si nous chantons tous ensemble, nous allons avoir une voix beaucoup plus puissante. C'est l'Eurovision, le Luxembourg, 10 points. Je pense que l'Écosse n'a jamais eu une chanson dans l'Eurovision. Juan José. Headphone, we're going to talk in If you need a headphone, we're going to switch to... round and offer the headphones rather than... Si vous avez besoin d'un casque, nous allons parler en espagnol maintenant. Levez la main si vous avez besoin d'un casque. Who needs a headphone? Levez la main si vous avez besoin d'un casque. Alors, donc je voulais vous poser une question, Juan José. Comment ça se fait que l'ACEFMA, donc l'Association espagnole de fabricants d'enrobés, a commencé un changement dans la communication il y a 7 ans? Bonjour à tous. Je remercie l'organisation de m'avoir proposé de venir ici et je voudrais aussi remercier toutes les personnes qui nous suivent en streaming. Dans notre association, ACEFMA,
Il y a 7 ans, nous avons pris une décision qui peut paraître surprenante, peut-être même frivole, le fait de opter pour la communication parce que la crise dans tous les pays d'Europe était très forte, mais encore plus en Espagne. Nous nous sommes rendus compte qu'il y avait une crise économique très forte en 2008-2009. Et à ce moment-là, nous avons décidé de réagir à 5 niveaux. Au niveau technique, nous avions besoin de renforcer les arguments techniques sur l'importance de la conservation et maintenance des routes. Et en particulier, nous avons communiqué sur l'effort nécessaire de notre pays quant à la longueur, quant à la maintenance des routes. Et le deuxième niveau, au niveau de la communication, c'était le support des associations. Nous, en tant qu'ASEFMA, nous fabriquons donc des enrobés et c'est très important pour la conservation des routes. Mais nous pensions que nous ne devions pas défendre cela uniquement tout seul, disons, parce que c'est difficile et qu'il y a d'autres personnes qui sont aussi intéressées. Et donc, nous avons commencé à mobiliser toutes les associations que nous connaissons, aussi bien au niveau national qu'international. Et nous avons commencé à considérer non seulement des stratégies locales, mais également nationales et plus mondiales. Et puis le troisième niveau, il s'agissait donc d'un niveau politique, car la crise, de notre point de vue, a démontré qu'il ne suffisait pas de demander à l'administration de l'argent, du budget pour les routes. Ce n'était pas suffisant. Nous avions besoin de changer la stratégie de la communication. Et l'effort devait être mis pour que les citoyens comprennent ce message. Parce que pour que les citoyens reçoivent correctement ce message, les journalistes également, qui étaient à notre audit, à notre niveau, disons, de communication, reçoivent correctement aussi cette information et qu'ils soient en mesure de changer les priorités des hommes politiques et de cette façon-là, le déblocage des fonds financiers pour les routes serait favorisé. Et pour terminer, nous avons également travaillé au niveau social. Aujourd'hui, une personne va faire une présentation, José María. Il va nous parler d'une campagne de communication très importante qui a été faite en Espagne à travers la télévision, tout particulièrement à travers Antena 3. Et donc, on a fait une campagne d'une très ample diffusion. Il l'expliquera mieux que moi. Mais pour dire que c'était important d'être convaincu qu'il fallait changer notre façon de communiquer pour pouvoir arriver vraiment aux citoyens. Je suis habituée à ça, même dans une salle où il y a 700 personnes, on peut penser, oui, c'est super, j'ai fait mon travail. Mais on s'est rendu compte qu'il ne suffisait pas de réunir autant de monde, qu'il fallait vraiment changer, parce que dans la mesure où on communique uniquement pour des personnes qui sont déjà convaincues, eh bien, ça ne suffit pas. Et nous devions vraiment nous ouvrir pour communiquer à travers les réseaux sociaux, les hashtags, le streaming, etc. C'est une décision que nous avons faite. Quelle est l'expérience que vous avez cumulée pendant ces années dans le secteur de la route? Et pouvez-vous nous donner des exemples concrets? Oui, tout à fait. Je fais un effort de partage de tout ce que l'on a fait. Il y a 7 ans, c'est vrai que je parlais beaucoup de communication et les gens me disaient « Mais tu es fou, pourquoi vous travaillez à cela au niveau des réseaux sociaux il y a 7 ans ?» Eh bien, je peux dire qu'aujourd'hui, dans tous les congrès techniques, sans aucune exception, il y a une connexion par streaming. Et tous les congrès ont un hashtag spécifique, comme celui que vous voyez là. Et ça
ça démontre que cette obsession que j'avais que tout ceci soit relayé par les réseaux sociaux était important. Et puis, une fois que le congrès est fini, nous pouvons mesurer et évaluer plein de choses. Nous avons des paramètres de mesure. Hier, nous avons eu plus de 2 300 000 expressions ou impressions des personnes qui ont voulu. Et puis, nous sommes arrivés à toucher 400 000 personnes. C'est énorme. Ici, nous sommes combien? 500 personnes, 600 personnes. Ce n'est rien quand on pense que le monde est vraiment ouvert et 400 000 personnes, c'est énorme. Et si on commence à avoir une mentalité mondiale, en fait, que l'on a vu lors de la vidéo première, hein, et donc nous arriverons à toucher beaucoup plus de personnes. En Espagne, actuellement, plus de 50% des techniciens qui viennent à des conférences, des techniciens, je veux dire des ingénieurs, etc., et toutes ces personnes ont un accès de réseau. Et les organisations et les entreprises également sont rentrées dans les réseaux. Et c'est une des expériences concrètes dont je peux parler. Troisième question, je voulais aussi vous poser la même question que j'ai posée à Chebon. De votre point de vue, quel est le défi principal dans le secteur du réseau routier à court terme? L'objectif, ce n'est pas la communication. La communication fait partie de la stratégie. Il est important d'identifier l'objectif. Moi, c'est ce que j'essaye, et tout à l'heure, ça va être illustré aussi. J'essaye donc de créer une masse critique avec un objectif commun pour pouvoir orienter la communication vers la même direction. Et ça, c'est un défi, mais les langues ne sont pas des problèmes. Par exemple, moi, je reçois des tweets de la Turquie, de la Slovénie, et tout simplement avec des moyens de traduction numérique, ça facilite les choses. Mais le problème actuellement, c'est que on n'est pas suffisamment conscient que les routes ne crient pas, ne pleurent pas, ne se manifestent pas. Et nous qui travaillons ici non plus. Mais il y a d'autres secteurs, par exemple le secteur de l'éducation, le secteur de la santé, qui sont des piliers très importants et qui, eux, crient, pleurent et disent des choses au niveau social. Et nous devons aussi nous communiquer, disons, et avoir des objectifs en commun. Merci beaucoup. J'aime bien le mot carretera, c'est les routes, hein, parce qu'il aime bien les rouler. On passe à l'anglais. Introduction from our two presidents. On peut les applaudir maintenant puisqu'on a respecté le temps de parole. Bravo, bravo. Ensuite, on a eu l'idée d'inviter 5 personnes avec 5 expériences différentes de 5 projets de communication de différents secteurs, de différents pays. Chaque panéliste va faire une présentation de 7 minutes. Je vais garder l'œil sur la montre. Si le premier dépasse 8 minutes, la deuxième personne va prendre 9. Donc, vous avez 7 minutes et après 7 minutes, je vais appuyer sur le bouton et vous allez disparaître sous la scène. Après, je vais me promener dans le public. On va poser des questions ouvertes au public et on va accueillir vos questions. Je vais vous appeler Thomas, Linda, José María Martín, Gary Schofield, David Pashkin et Pierre Chasseret. On peut les applaudir. Il y a un technicien qui va s'assurer que vos diapos se présentent à bon escient. Donc, vous avez 7 minutes. Ensuite, il y aura des questions-réponses. On va commencer avec Thomas Lindner, qui est responsable du réseau routier en Bavarie. Vous avez 7 minutes. Bonjour à tous. Je vais vous présenter quelques initiatives que nous avons prises pour un meilleur financement de la maintenance routière.
La communication était un élément phare dans notre processus. Je ne vais pas parler de Facebook et Twitter. La première étape, en tant qu'ingénieur routier, nous devons être experts dans notre secteur. Les conditions, les développements, les stratégies de maintenance, les programmes de maintenance et les programmes de construction, on doit maîtriser chaque étape du cycle. Nous devons avoir une expertise en ingénierie profonde. Voilà le travail d'ingénieurs et de techniciens, y compris toutes les données, l'exploitation des données. Cette étape numéro 1 doit être d'une haute qualité. Voilà, c'était ma seule diapo technique. Deuxième étape. Passons maintenant à la communication proprement dite. Il est bien sûr, d'une part, le résultat de donner des informations aux ingénieurs. Il faut également faire passer les informations aux décideurs qui ne sont pas, en principe, des ingénieurs. À gauche, vous voyez une information technique que l'ingénieur peut comprendre, mais que le décideur ne comprend pas. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'il vaut mieux avoir une IRI élevée ou bas? Quels sont les impacts des trois stratégies, la rouge, la bleue, la verte? La tâche pour nous est de traduire le langage des ingénieurs en une langue qui soit compréhensible par les décideurs, comme vous pouvez le voir à droite. En un coup d'œil, tout le monde doit pouvoir comprendre l'impact des trois stratégies sur la condition du réseau. Je suis à l'étape numéro 2, toujours. Donc, on rassemble les informations dans un format compréhensible. On utilise des schémas et des graphiques parlantes et on explique le chemin d'une manière lisible. On a fait ceci dans notre magazine. On l'a traduit en anglais. J'ai amené quelques exemples avec moi. Je vais les poser sur le devant de la scène. Et vous allez le trouver également sur le site web de mon ministère. En fait, ce graphique montre le développement d'ici dans 10 ans. Au-dessus de la ligne diagonale, la condition routière se dégrade. On passe à la première page du magazine. Il y a une préface par notre ministre et le secrétaire d'État qui est dévoué à la gestion de notre voirie, les autoroutes, les routes secondaires, 25 000 km de routes en tout. Voilà la troisième étape. Il faut s'assurer que votre patron est de votre côté. Ceci est possible avec des communications claires et avec un procédé qui soit traçable. Il faut convaincre le patron. Ça veut dire que vous devez faire en sorte que votre patron a les mêmes préoccupations que vous. Et ensuite, votre patron va expliquer votre approche à son patron, à lui ou à ses collègues. La gestion d'actifs doit être un sujet de discussion parmi les ministres. Il faut que votre patron en parle au plus haut niveau. Il faut que lui, il explique ce qui se passera sinon rien se passe. On a 15 minutes pour réussir, donc il faut vraiment se concentrer sur les données clés. Ensuite, il faut impliquer le gouvernement parce que c'est le gouvernement qui décide des budgets. Il faut contacter tous les députés, il faut leur écrire, il faut leur envoyer une brochure, un descriptif. Mais sachez que tous les députés ne s'intéressent pas à la route, donc il faut identifier ceux qui s'y intéressent. Il faut rassembler ces députés qui sont intéressés et leur raconter l'histoire. Il faut leur expliquer qu'un secteur rouge aussi grand, donc où la condition est inacceptable, n'est pas acceptable. Donc, il faut expliquer le processus, il faut utiliser les graphiques clairs.
embaucher un concepteur graphique pour vous aider dans vos présentations. Embaucher un journaliste pour trouver les bons mots. Ne vous prenez pas pour un expert en communication si vous êtes ingénieur. Expliquez ce que vous pouvez réaliser avec un budget adéquat et créer un contexte régional pour chaque député. Cette diapo vous montre l'agrandissement de la partie jaune foncée. C'est le budget de maintenant. C'est les augmentations dans les 10 dernières années. Et avec l'augmentation du budget, on constate une amélioration entre des conditions. Les colonnes vertes sont les routes étatiques, donc on voit une amélioration de l'utilisation. Il faut dire à votre public qu'en améliorant les revêtements de vos routes, vous améliorez la sécurité routière. Et donc ça, c'est un déclencheur qui va ouvrir les oreilles de votre public. Et voilà l'étape ultime de la communication. Donc, vous racontez ce que vous faites avec le budget augmenté. Voilà un article de presse sur une autorité routière locale. Le titre, c'est les tunnels, les ponts et beaucoup d'enrobés. Alors, le vert, c'est les activités de cette année. Le rouge, c'est les nouveaux projets. Donc, il faut vraiment couvrir vos travaux. Les utilisateurs de la route s'y intéressent. Ils veulent voir ce qui se passe. Ils veulent constater également les améliorations. Les élus locaux vont se sentir bien quand ils lisent ce genre d'article. Ils vont vous accompagner à l'avenir. Voilà ma contribution à notre débat. Merci beaucoup. Thank you very much indeed, Dr. Merci beaucoup, Dr. Linder, pour cet exemple qui vient de la presse également. L'article que vous avez montré donc à la fin. On va maintenant passer le mot aux Espagnols. Il y a José María Quezada Martín qui va prendre la parole. Con mucho placer. You are the technical advisor. Donc la parole est à vous. Je crois que vous allez faire cette présentation en espagnol. Vous allez nous parler de Ponle Freno, qui est une campagne qui a été lancée en Espagne. Donc vous disposez de 7 minutes pour nous faire part de cette expérience. Bonjour à tous et à toutes. Merci de vous approcher du micro, s'il vous plaît. Alors, j'espère que vous m'entendez. Bonjour à tous et merci beaucoup aux organisateurs pour cette invitation. Je suis extrêmement heureux d'être entouré de spécialistes de la route, mais je tiens à vous dire que notre expérience est tout à fait unique. L'expérience de Ponle Freno et l'entité que je représente, vous savez que Ponle Freno, ça veut dire le frein. C'est une initiative, c'est une plateforme collaborative visant à réduire les accidents et les incidents sur la route. Et c'est notre directeur, Javier Barahim, qui a été à l'initiative de cette initiative il y a 10 ans de cela. Je ne sais pas si vous connaissez notre groupe qui s'appelle Adresse Média, qui est un des leaders dans ce domaine, et je vous donnerai plus d'informations par la suite. Nous avons 3 plateformes de diffusion multimédia et nous participons à un grand nombre d'initiatives cinématographiques. L'objectif de cette campagne, c'est de pouvoir réduire les accidents de la route. Notre objectif, c'est que d'ici 2020, il n'y aura plus aucun accident. Donc, c'est une campagne de sensibilisation. Nous avons déjà pris un certain nombre d'initiatives qui portent notamment sur les taux d'accidents dans notre pays avec un partage de bonnes pratiques en matière de conduite. Et ce que nous souhaitons atteindre, c'est de considérer la prévention comme la priorité numéro 1.
Pour nous, le facteur humain est responsable de 80% des accidents. C'est la raison pour laquelle cette initiative Pon les Freno est intéressante, car la sécurité routière a fait l'objet de différentes initiatives en milieu scolaire pour sensibiliser les élèves. Ainsi, si l'on considère la sécurité routière comme une matière enseignée en école, nous avons pu faire voter une loi devant le Parlement pour que cette matière soit enseignée. Il s'agit là d'un sujet, d'une discipline qui fait l'objet d'une note en fin de cursus. Donc ce n'est pas simplement une sensibilisation légère, il s'agit réellement d'une matière enseignée en tant que telle. Ensuite, il s'agit de mettre l'accent sur les bonnes pratiques, les initiatives positives visant notamment à aider les accidentés de la route, et notamment ceux qui ont eu des lésions graves de la moelle épinière. Nous avons notamment lancé une campagne afin que les utilisateurs puissent signaler les routes qui sont en mauvais état. Ainsi, les utilisateurs de la route peuvent envoyer des photos lorsqu'ils voient qu'une route présente certains défauts, lorsqu'il y a des signes de détérioration. Ils peuvent envoyer des photos et ensuite nous aiguillons ces photos vers les autorités compétentes. Tout ce dont nous parlons ici, à savoir une plus grande visibilité, c'est extrêmement important, car le client, en définitif, c'est l'État. Et finalement, le gouvernement, l'État, n'a pas cette expertise en matière de communication. Et grâce à tous ces travaux, grâce à cette initiative, et vous savez que je suis en lien avec beaucoup d'entreprises dans le secteur privé, et l'on a eu l'impression qu'il y a une sorte de stagnation dans le domaine du transport, car j'ai l'impression que l'on fait passer le même message qu'il y a 40 ans de cela. On rénove la chaussée et on a l'impression que les choses n'avancent pas réellement, mais ce n'est pas forcément la faute des sociétés qui interviennent, car en fin de compte, ce qui pose problème, ce sont les budgets alloués par l'État. Une autre action importante que nous avons prise, gardez à l'esprit que 550 cyclistes ont perdu la vie au cours des 10 dernières années. Et nous avons mis en place différentes signalétiques, des panneaux le long des routes, notamment les pistes cyclables empruntées par les cyclistes, avec l'approbation, bien entendu, des ministères responsables. Ensuite, vous savez qu'il y a un certain nombre de zones noires où le nombre d'accidents est plus élevé qu'autre part. Nous avons donc identifié 189 tronçons où le nombre d'accidents est supérieur à la moyenne. Et conjointement avec le ministère du Transport, nous avons décidé de mettre en place cette initiative et nous avons pu observer que l'année suivant la mise en place de ces panneaux, nous avons pu réduire les accidents de 60%. C'est avant tout une question de communication, de mise en place des bons panneaux signalétiques. Il s'agit d'un secteur qui n'est pas toujours en lien avec la population. Les routes jouent un rôle essentiel, car ce sont les routes qui vont conditionner le comportement
des automobilistes. Et il faut que ce soit les automobilistes, les usagers eux-mêmes qui fassent appel aux autorités pour améliorer les conditions de la chaussée. Merci beaucoup de cet exemple qui était extrêmement intéressant. Maintenant, Gary Schofield, qui est directeur technique de Total au Royaume-Uni et qui représente l'Alliance de l'industrie du bitume, l'AIA. Donc, vous allez nous faire une présentation qui s'appelle Mind Gap. Donc, merci beaucoup pour cette promotion quand je ne suis que directeur technique. Donc, je vais vous parler de cette alliance de l'industrie du bitume. Il s'agit là d'une organisation qui est entre Eurobitume UK et la MPA. Il s'agit de définir une approche conjointe pour se pencher sur la situation réelle aujourd'hui en termes de patrimoine routier. Il s'agit de collaborer avec les différentes autorités pour améliorer la situation. Juste pour commencer, je crois qu'il serait utile de planter le décor, expliquer comment les routes au Royaume-Uni sont financées. Nous avons tout d'abord le réseau de routes stratégiques. Donc cela représente 2% des routes au Royaume-Uni. Donc c'est minoritaire en termes de kilométrage. Mais si l'on se penche sur le trafic, nous voyons que cela représente environ un tiers du trafic routier et une grande proportion du trafic de fret. Et tout cela relève d'une responsabilité centralisée. Ensuite, nous avons le réseau de routes locales avec 171 collectivités qui sont responsables de ces routes. Et nous voyons que cela représente 98% du réseau routier avec une valeur de ce patrimoine supérieur à 400 milliards de livres, mais seuls 0,03% de ce montant sont réinvestis sous forme de maintenance. Donc il faut réellement comprendre ces disparités en termes de financement. Entre 2015 et 2020, pour le réseau stratégique, il y aura 1,1 milliard de livres qui vont être investis. Si l'on compare cela avec le réseau de routes locales où l'on dépense uniquement 21 000 livres par mile. Donc nous voyons qu'il y a un retard qui a été pris par rapport à l'état du réseau routier local. Nous n'investissons pas forcément là où nous devrions investir. Et c'est la raison pour laquelle l'association responsable de l'association de l'industrie de l'asphalte a pris acte de cette situation et a défini 3 étapes. Il s'agit notamment de recueillir des données crédibles afin que nous puissions tous parler la même langue. Ensuite, il est essentiel de mettre l'accent sur la sensibilisation avec des campagnes médiatiques. Et ce qui est important, c'est qu'il faut utiliser ce profil que nous avons établi pour pouvoir influencer les décideurs. Car en fin de compte, l'établissement de ces profils n'a aucun sens si cela ne permet pas d'influencer les décideurs au niveau politique. Ce que nous avons fait, c'est développer ce que l'on appelle une étude alarme. C'est un système qui est en place depuis 23 ans maintenant, avec certaines évolutions au fil de l'eau. Nous travaillons main dans la main avec l'industrie et les utilisateurs pour préparer 150 questions qui sont envoyées aux collectivités, l'objectif étant de bien comprendre quelle est la situation actuelle en ce qui concerne le patrimoine routier. Et cela fait 23 ans maintenant que nous utilisons ce système et nous essayons d'affiner encore cette approche. Nous travaillons conjointement avec les collectivités de manière continue. Ce n'est pas simplement une initiative annuelle et ponctuelle. Nous essayons d'impliquer les collectivités tout au long de l'année, car nous souhaitons que cette étude, que l'on appelle l'étude alarme,
inclut le plus grand nombre de personnes. En 2018, nous avons eu une grande proportion des collectivités qui ont participé à cette étude. Nous savons que les collectivités considèrent cet outil comme extrêmement pertinent, car il s'agit de données pertinentes. Mais une fois que vous avez recueilli ces données, qu'en faire? Nous savons qu'il y a énormément de statistiques et comment exploiter au mieux ces différentes informations. Ce que l'AIA a fait, c'est que nous avons mis en place des groupes de consommateurs, des focus groups pour essayer de bien comprendre ce qui se cache derrière ces chiffres. C'est important de pouvoir générer les bonnes informations. Vous voyez qu'il y a 2 citations qui apparaissent à droite et pour moi, c'est essentiel car ça résume très très bien la situation. Notre patrimoine routier vieillissant a bénéficié d'un sous-financement pendant des années et des années. Et aujourd'hui, nous devons nous préparer à cette avalanche ou à cette grande vague de détérioration qui se profile à l'horizon. Donc, nous devons donc pouvoir faire passer ce message avec une infographie très claire. Il ne s'agit pas d'utiliser un langage trop technique. Il faut utiliser une approche visuelle, des messages faciles à comprendre. Et d'ailleurs, dans l'étude Alarme que je vous ai décrite il y a quelques instants, nous utilisons largement ces différentes infographies. Nous avons également une approche plus traditionnelle. Nous essayons de prévenir les médias, on leur communique des messages, on essaye de cibler la télé, la presse écrite, et leur réponse a été phénoménale. Et d'ailleurs, on est apparu à BBC One Breakfast avec une interview d'Emma Mallinson. Nous avons également différentes chaînes locales qui ont relayé ce message. Ainsi, ce message ne porte pas uniquement sur le contenu du message pour les citoyens, mais c'est également pour les gouvernements. Voilà les messages que l'on a fait passer. 24 000 miles de routes qui doivent être réparées cette année. Donc toutes ces informations sont passées avec un chiffre éloquent, 9,3 milliards de livres nécessaires pour rénover les routes. Nous avons donc contacté le groupe parlementaire sur les autoroutes et 100 millions de livres supplémentaires ont été promis. Donc voilà exactement ce que l'on essaye de faire et d'obtenir en termes de résultats. Merci beaucoup. Pile poil 7 minutes, bravo. Impressionnant. C'est intéressant de voir quels sont les résultats de ces études. Et d'ailleurs, vous nous avez parlé de ces dépenses supplémentaires. Vous savez que c'est toujours difficile d'obtenir des fonds supplémentaires. Maintenant, David Peshkin, qui représente Applied Pavement Technology, qui nous vient des États-Unis. Vous avez une présentation à nous faire. Vous avez également 7 minutes pour nous donner un exemple de ce qui est fait aux États-Unis. Merci beaucoup à vous tous. Merci de votre attention. Je vais vous parler de la communication et notamment communiquer sur le thème de l'importance de la préservation du patrimoine routier. Je pense que vous connaissez tous le problème. Vous avez assisté à différentes présentations faites par des ingénieurs. Les ingénieurs ont un angle spécifique. Moi, je suis ingénieur, mais je suis également consultant. Et je sais que vous connaissez bien les ingénieurs. Les ingénieurs ont également proposé des présentations ici dans le cadre du PPRS. Et je souhaite vous dire quelques mots concernant les ingénieurs et d'autres y ont fait allusion d'ailleurs. Vous savez quelle est la différence entre un ingénieur introverti et un ingénieur extroverti. L'ingénieur extroverti va regarder vos chaussures et pas les siennes. Donc, nous ne sommes pas forcément des communicants. Nous n'avons pas forcément ce talent, même si nous savons parler, ce n'est pas notre expertise. On a parlé de notre profil en tant qu'ingénieur.
Et nous devons apprendre à mieux communiquer. Il est important de décrire la valeur de la communication. Et pour ce faire, nous utilisons beaucoup d'informations techniques. Et vous avez peut-être déjà vu cela dans le cadre de cette conférence où un ingénieur vous montre ces graphiques extrêmement denses et vous explique « Bon, j'imagine que vous n'arrivez pas à lire ce qu'il y a à l'écran. Donc, quel est l'intérêt ?» En fait, nous devons apprendre à mieux communiquer, notamment en ce qui concerne cette thématique de la préservation du patrimoine routier. Donc, je n'ai pas préparé cette présentation en tant qu'ingénieur, car j'ai eu le soutien d'une graphiste qui m'a aidé à faire ce que moi, je n'aurais jamais pu faire en tant qu'ingénieur. Ce sont des arguments qui ont été mentionnés à plusieurs reprises. Nous devons nous améliorer en matière de communication. Et un exemple que je souhaite partager avec vous, c'est un rapport qui présente un certain nombre de lignes directrices, des conseils en matière de communication. Il s'agit là d'un projet, d'un rapport collaboratif. Je n'ai pas le lien d'ailleurs, mais c'est le rapport du NCHRP. Vous le trouverez en ligne si vous utilisez Google, donc rapport 742 du NCHRP. Il s'agit là d'un guide qui vous explique comment mieux communiquer sur le thème de la préservation du patrimoine routier. Vous avez tout d'abord un aperçu à un niveau très générique. Et c'est intéressant d'entendre les autres conférenciers qui ont souligné les mêmes points. Et là, vous pouvez obtenir un supplément d'information. C'est un rapport qui nous donne des éléments de base, des conseils de base pour mettre en avant les enjeux liés à la préservation du patrimoine routier. Tout d'abord, il faut bien comprendre son public. Il faut comprendre ce qui est important aux yeux de votre public, ce qui les intéresse. Car finalement, c'est le point d'entrée pour pouvoir les atteindre par vos campagnes de communication. Les ingénieurs sont peut-être plus intéressés dans toute la recherche qui sous-tend ce que l'on présente, mais le public est peut-être davantage intéressé par des informations sur la sécurité, la satisfaction des utilisateurs ou les économies. Et il est important de concevoir le message afin qu'il soit bien reçu par votre public cible. Les ingénieurs, ils aiment se pencher sur des tableaux comme ceci. Et effectivement, ils partent toujours du principe qu'on ne va pas pouvoir lire le message. Mais si vous adaptez le message à votre public, il faut communiquer le message de manière claire, de manière visuelle, qui synthétise toutes vos connaissances en tant qu'ingénieur, mais il faut réellement banaliser le message. Il est important que le message soit facilement compréhensible par le public cible, notamment en termes de sécurité, en termes d'économie. Il est important de véhiculer un message simple et clair, car ce n'est qu'ainsi que votre public va comprendre le message. Mais il faut proposer un message et le communiquer de manière claire. En tant qu'ingénieur, en tant que consultant, on aime des rapports détaillés avec un jargon extrêmement précis. On aime les présentations PowerPoint compliquées. Mais néanmoins, ce n'est pas toujours le bon mode de communication. Donc, je sais que d'autres conférenciers l'ont également évoqué. Le public cible de nos études, de nos recherches, ne participe pas toujours à ces congrès, à ces ateliers pour obtenir ces informations. Où vont-ils trouver les informations? Eh bien, sur Internet, sur les réseaux sociaux, avec notamment le hashtag PPRS, mais il y a également d'autres sources d'informations. Donc, il faut concevoir un message pour trouver justement ces utilisateurs. Les recherches de marché, là encore, c'est extrêmement important. Il faut s'éloigner de notre zone de confort en tant qu'ingénieur. Il faut
communiquer et dans le cadre de ces études de marché, nous devons parfois collaborer avec des experts dans ce domaine car nous n'avons pas forcément cette expertise nous-mêmes. Il faut leur communiquer toutes les informations techniques. Nous connaissons notre public cible et nous devons utiliser toutes ces informations pour véhiculer un message très très clair qui soit facilement compréhensible par le public. Donc j'ai une vidéo, elle dure 2 minutes, donc je ne vais pas vous la montrer car il ne me reste que 38 secondes. Mais il s'agit d'un lien extrêmement intéressant. Vous voyez qu'il s'agit d'une vidéo sur la préservation du patrimoine routier. Et c'est un très très bon exemple de communication auprès du public pour parler et sensibiliser le public à l'importance de la préservation du patrimoine routier. Et vous verrez qu'un grand nombre des points que j'ai évoqués dans ma présentation sont repris dans cette vidéo. Donc voilà, ça c'est la fin de ma présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci beaucoup, David. C'était effectivement passionnant. Vous savez que moi, j'anime un grand nombre de conventions et souvent, je vois qu'il y a des slides, des présentations extrêmement complexes. On est inondé d'informations et il faut effectivement garder les choses simples. Et peut-être qu'à la fin de la table ronde, on pourrait peut-être visionner la petite vidéo que vous avez évoquée, car là, vous avez mis en appétit. Alors, maintenant, Pierre Chasseret, je crois que vous allez parler en français, donc je vous cède la parole, et vous êtes Executive Officer de 40 millions d'automobilistes, et vous êtes le directeur exécutif. Vous avez 7 minutes pour nous convaincre. Merci beaucoup. Déjà, pour le moment, tout le monde a respecté les 7 minutes. Hello everybody, everyone. Le thème, c'était la communication. Et communiquer, c'est avant tout convaincre. J'ai entendu beaucoup ce mot depuis le début. Le mot de conviction apparaît partout. Mais pour convaincre, il faut connaître un petit peu. Et connaître un petit peu ce qu'est la route aujourd'hui. Il y a un bon créneau pour ça, c'est la sécurité routière. Moi, c'est mon métier, avec 40 millions d'automobilistes, notre association, et je peux vous dire qu'on plonge dedans au quotidien. Quand on cherche et qu'on gratte pour chercher des études qui mettent en avant le lien entre accident et infrastructure routière, on n'en trouve pas, sauf une en France. Il faut remonter il y a plus de 20 ans pour trouver une étude officielle. 20 ans. Et qu'est-ce qu'elle nous dit, cette étude ? Elle nous dit que dans 47% des cas d'accident, le facteur de la route est en cause, c'est-à-dire potentiellement le mauvais entretien du réseau routier. Alors, il faudrait peut-être innover, peut-être penser à des choses en termes de communication qui peuvent apporter quelque chose. Je pense peut-être à quelque chose qu'on a tous dans tous nos pays pour l'entretien de nos voitures, le contrôle technique de nos voitures. Ça existe partout. Est-ce qu'il existe un contrôle technique des routes ? Est-ce que l'État est en mesure de cartographier précisément tout son réseau routier pour savoir quelle est sa largeur de telle ou telle route ? Quel est son niveau de marquage au sol? Est-ce qu'il est en bon état ou pas? Est-ce qu'on a ça? Non, on l'a pas. On l'a pas, et par contre, on imagine, comme en France, potentiellement, des projets d'abaissement de la limitation de vitesse autorisée. Et on est bien embêté à l'échelle gouvernementale. Parce que sur quoi on le base, cet abaissement de la vitesse? Sur rien. On ne connaît pas l'état de dangerosité des routes. Et puis tout ça, il faut regarder un petit peu et puis mettre en corrélation un peu les chiffres. Quand je vois que la baisse des investissements routiers dans l'entretien du patrimoine, 1 million de kilomètres de voirie en France, c'est notre richesse. On a cette fierté en France. Eh bien, je me rends compte que ça baisse. On investit de moins en moins. On investit de moins en moins, on trouve de plus en plus d'accidents. Suis-je le seul à imaginer qu'il puisse y avoir une corrélation entre le niveau de sécurité routière d'un côté et puis l'état du réseau routier de l'autre? Non, je ne crois pas. Je pense que pour convaincre aussi, il faut surtout que ça parte d'en bas, il faut que ça parte de l'utilisateur, il faut que ça parte de l'usager lui-même. J'ai écouté un petit peu Juan José Poti et il nous disait qu'il fallait être populaire, il faut dépasser le clivage parce qu'on est tous un petit peu ensemble, il va falloir dépasser un petit peu ces frontières. Regardez les réseaux sociaux.
C'est génial, le réseau social. On peut parler à des dizaines de milliers de personnes, des centaines de milliers de personnes, là, confortablement assis dans son canapé. Sauf que le petit souci du réseau social, c'est que moi, je viens de suivre Juan José sur Twitter. Mais on va se parler entre nous, entre gens convaincus. Parce que les réseaux sociaux, malheureusement, ils ont une limite. Ils nous enferment dans un cercle d'amis qui partagent précisément le même centre d'intérêt que nous. Donc c'est pour ça qu'il va falloir étendre un petit peu le champ. C'est pour ça qu'il va falloir aller sur du langage médiatique. Il va falloir passer un petit peu la frontière. J'ai vu dans toutes les présentations, il y a au moins un article de presse. La presse, elle est capitale. Parce que c'est elle qui va nous permettre de passer cette limite. Et il va falloir convaincre la presse maintenant. Alors pour convaincre la presse, moi je vous propose quelque chose. C'est de montrer que la route évolue. C'est de montrer que la route, c'est pas juste du bitume, juste un enrobé. C'est bien plus complexe que ça. Regardez à quel point elle peut être écologique. La route solaire, c'est génial. On est dans l'ère du temps avec la route solaire. Ça fonctionne. Il y a des routes qui permettent la réduction du bruit. Est-ce que les Français, les Européens savent qu'il existe aujourd'hui des revêtements qui permettent ça, qui permettent de communiquer pour les futures élections municipales, pour nos élus locaux, de communiquer autour de la ville apaisée, celle qui va permettre de faire moins de bruit, d'être plus tranquille. Il faut communiquer là-dessus. Et pour communiquer juste, il faut à tout prix intégrer l'usager de la route. Alors à l'association, nous, on a mis en place... J'ai pas de PowerPoint, vous avez vu, hein. J'ai pas fait de PowerPoint très compliqué. On a mis en place une application très simple, gratuite, à l'attention et à l'intention de tous les usagers de la route, tous les automobilistes. Et puis on va aller plus loin, les cyclistes. On va aller plus loin, les deux roues motorisées, les piétons aussi, parce que les trottoirs sont parfois en mauvais état. Cette application, on l'a appelée J'ai mal à ma route. Elle est gratuite. Elle est disponible sous Android, elle est disponible sous Mac. Elle permet à chacun de pouvoir la télécharger et de pouvoir signaler en France, en quelques clics, par géolocalisation, l'endroit où vous avez un problème d'entretien routier. Automatiquement, tous les vendredis, ça génère un message qui regroupe tous les messages du département envoyés au bureau de la préfecture. Pourquoi la préfecture? Parce que c'est le garant de la sécurité dans les départements. Ça fonctionne. Alors on a eu différents niveaux de retour de la part des préfectures. Il y a celles qui nous ont remerciés parce qu'on faisait un travail, parce que les usagers de la route sur le terrain faisaient ce travail qui évitait au pouvoir public de mettre en place quelque chose de compliqué. On a finalement des gens qui sont au quotidien dans leur voiture et qui peuvent relayer ce type de message. Ça, c'était le côté des remerciements. Et puis il y a ceux qui sont un peu ennuyés. Ennuyés parce que les chiffres dans leur département sont pas bons. Je pense à la Haute-Saône, en France. C'est pas bon, les résultats. Et pourtant, je ne veux pas dire du mal d'eux, mais ils portent à eux seuls quasiment l'intégralité de la hausse de la mortalité routière de l'année passée. Donc il va peut-être falloir s'interroger un peu sur le niveau de sécurité des infrastructures. Et puis il va falloir relever un petit peu ce niveau-là. Et pour ça, il faut impérativement communiquer plus sexy, ok, plus glamour, ok, mais surtout communiquer plus juste sur tous les utilisateurs et multiplier les supports, ne pas être que sur la presse économique, s'appuyer sur le tissu local, s'appuyer sur le tissu associatif pour communiquer un message qui est le plus juste et le plus simple possible. En fait, on pourrait le résumer en une phrase. On a un président de la République qui parle souvent en anglais. Je m'exprime bien moins bien que lui en anglais, mais il paraît qu'on peut « make our planet great again ». Moi, j'aurais envie de dire que ce qui serait sympa, c'est qu'en Europe, on fasse en sorte qu'on puisse « make our roads great again ». Merci. Merci. Et I just want to say... Oui, en fait, je crois que vous avez donné un bon exemple pour la communication. Bravo pour votre message. Et toutes les 5 personnes ont dit exactement ce qu'il fallait faire, une communication en 7 minutes, ce qui est déjà un bon exemple. Nous allons passer à notre table ronde maintenant. Siobhan et Juan José ont sûrement des questions. Moi, je vais commencer et ensuite, je vais m'adresser au public. Et si vous souhaitez poser une question, levez la main et je vous passerai le micro. Thomas,
Je vais commencer avec vous. Nous avons vu cette photo fabuleuse des hommes politiques bavarois qui souriaient tous. Comment les avez convaincus de vous donner davantage de sous? Comment fait-on? C'est bien de communiquer, mais quelle est l'astuce? C'est très simple. Un processus technique avec traçabilité de haute qualité. On a mené nos sondages, on a les indicateurs de performance. Il y a une traçabilité et c'est simple. Il faut traduire tout cela dans un langage non technique. Il faut montrer vos présentations à votre femme, votre voisin, votre enfant. Et assurez-vous que le schéma est tout de suite compris. Si oui, vous pouvez l'utiliser. Et la communication doit être active. Ne répondez pas exclusivement des questions. Il faut expliquer avant que les questions n'arrivent. Voilà ma recette. Siobhan. Donc, vous racontez une histoire, vos hommes politiques. Quels sont les moteurs de votre histoire? Qu'est-ce qui les enthousiasme? Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'ils voulaient vous écouter? Est-ce que c'est parce que vous avez traduit ça en économie ou vous avez parlé d'investissement dans l'avenir? Quel était l'élément phare? L'élément phare est de souligner la dégradation des infrastructures. Mais il faut aussi parler de la valeur de vos actifs. Si la condition de votre actif se dégrade, c'est le message qui est compris par tous. On n'a pas besoin de parler aux hommes et femmes politiques les plus importants. Non, vous pouvez commencer au niveau régional avec votre élu local ou régional. Encore une petite question. Vous avez parlé de la gestion des actifs et c'est l'un des points d'intérêt maximum. Lorsqu'on parle avec les personnes politiques, ils ont une vue à court terme. Comment dépassez-vous cet handicap pour avoir une vision plus à long terme? Tout le monde, même un ingénieur, a besoin de chance. Nous, on a eu de la chance puisqu'on avait le même ministre pendant plus de 10 ans. Mercredi dernier, malheureusement, on l'a perdu parce que nous avons maintenant notre propre ministère. Donc, il faut que je lui apprenne, comment les choses se passent. J'ai une question à rajouter avant de repasser. Présentez-vous, s'il vous plaît. Juste une question. En fait, j'ai entendu deux visions qui peuvent être complémentaires. Une première qui parle un peu peut-être d'un monde qui existe, qui va peut-être évoluer, qui est d'influencer l'acteur public. Donc c'est bien, on a compris, des rapports, des études. Et un autre qui dit, il y a aussi l'utilisateur, et qui est important parce que c'est lui finalement qui va intéresser la collectivité, et l'élu est en contact avec ses utilisateurs. Alors, entre ces deux mondes, je ne sais pas très bien quel est celui qui va le plus avancer, s'il n'y en a pas un qui sert plus de marionnette ou si c'est une vraie utilité, mais derrière ça, j'ai la question de la donnée. Est-ce que, pour vous, dans vos études, finalement, vous avez tous des études, est-ce que, ou même l'association 40 millions de consommateurs, vous avez du coup une base de données, 20 millions, c'est ça. Est-ce que vous pouvez rendre ces données accessibles à tous, notamment à des startups, à de nouveaux acteurs, aux usagers, pour qu'ils puissent aussi participer à la décision? So, question about data. Is the data? Il s'agit des données, donc. Est-ce que vous pouvez ouvrir vos données, les rendre accessibles à tous? On n'a pas souhaité, c'était une vraie volonté, on n'a pas souhaité diffuser de manière publique l'intégralité des points qui sont signalés. C'était une stratégie. Parce qu'en fait, la difficulté lorsqu'on communique, c'est de pouvoir générer des pics de communication et ne pas être sur ce qu'on appelle un bruit de fond qui ne sert finalement pas à grand-chose. D'un côté, on a une communication forte de la part des acteurs du secteur
qui, eux, vont communiquer sur la nécessité, sur des choses qui sont extrêmement sérieuses, sur la faisabilité, des vraies études. Et puis de l'autre côté, vous avez l'utilisateur que je représente aujourd'hui avec 40 millions d'automobilistes. Consommateurs, c'est autre chose. Et donc, notre association va générer cette com. On ne va pas tarder à publier une carte remise à jour qu'on va intituler la carte des pires routes de France ou quelque chose comme ça, qui évidemment va générer beaucoup de retombées médias, qui va permettre de faire réémerger des sujets qui sont une réelle volonté de l'utilisateur. On va intéresser les médias. Quand vous intéressez les médias, bizarrement, vous intéressez les politiques. Et une fois que vous intéressez les politiques, vous laissez la porte ouverte à des gens qui sont très sérieux, qui mettent des très belles cravates, et qui vont pouvoir, eux, convaincre avec des arguments précis sur la faisabilité. C'est ça l'inertie et l'alchimie qu'on va provoquer ensemble. D'un côté, la pression populaire, pas populiste, pression populaire, et de l'autre côté, le sérieux, la crédibilité des études. Juan José, una pregunta, por favor. Juan José, j'ai une... Ah oui, vous allez faire une question, n'est-ce pas? Oui, je vais poser une question qui est peut-être un peu provocatrice à José María. Si j'ai bien compris, José María, lors de votre présentation, vous avez parlé, vous avez dit que 80% des accidents sont dus à des erreurs humaines. Et est-ce qu'on peut comprendre aussi que les routes ne peuvent pas être améliorées, que le fait qu'il y ait moins de budget n'a pas finalement beaucoup de conséquences si l'erreur est humaine? Je sais que c'est quelque chose qui a été débattu à plusieurs reprises, mais je voudrais savoir votre point de vue parce que vous êtes habitué à avoir l'information et vous avez plus de sensibilité vers ce problème. Effectivement, les accidents, dans 80% des cas, sont causés par l'erreur humaine. Cela ne veut pas dire qu'il y ait d'autres conditions dans les routes qui peuvent empirer. Donc, les conditions de conduction. Par exemple, si une personne roule à 120 à l'heure et qui fait de l'aquaplaning, c'est pas normal parce qu'à ce moment-là, ça veut dire qu'il y a un problème sur la route et qu'il y a une accumulation d'eau qui a fait qu'il y ait ce problème. Et c'est vrai que dans le travail que nous faisons dans notre association, nous a permis de voir que lorsque les personnes s'intéressent à une nouvelle, eh bien, les hommes politiques s'intéressent à cela aussi. C'est vrai, je l'ai vérifié moi aussi. Nous sommes dans un groupe important et connu. Et ce qui est important quand on a vraiment une importance au niveau des réseaux, etc., c'est que quand on veut s'adresser à des hommes politiques, ils répondent au téléphone quand on les appelle. Et par exemple, lorsqu'ils sont attaqués, ils se défendent. Donc c'est intéressant d'avoir une certaine popularité, disons. Et depuis notre plateforme, nous profitons de cela pour pouvoir donner encore plus d'importance à quelque chose, c'est-à-dire à la maintenance des routes de tout le réseau. Nous avons un déficit, 1600 millions de déficit quant à la maintenance du réseau routier. Et aujourd'hui, ça serait même 7 000 millions, donc encore plus que l'année dernière. Et donc, notre objectif doit être que les causes des accidents soient déterminées de la façon la plus objective possible, car autrement, de 80% d'erreurs humaines, on passera à 90 ou à 95. Et bien entendu, le véhicule et la route ne prennent pas de décision, c'est évident. Et donc, le seul facteur des trois personnes responsables sur la route, c'est la personne humaine et aussi les hommes politiques, etc. Vous avez parlé des accidents dans les routes en mauvais état et vous parlez qu'il y a 47% d'accidents qui se produisent dans ces routes.
Claude Valroten. J'ai déjà été sur le podium, donc je ne vais pas parler longtemps. Je voudrais remercier tous les orateurs hispanophones et anglophones pour avoir bien montré qu'on part de données concrètes et qu'on doit les traduire. Et alors, je ne comprends pas l'orateur francophone. Je vous invite à visiter notre site. Il existe des masses de documents avec les pourcentages d'accidents en fonction de l'infrastructure, des facteurs humains. L'Association mondiale de la route a même un manuel de sécurité routière online, en ligne, on dit en français. Je vous invite quand même à contrôler les choses. Quand vous dites il n'y a plus d'études depuis 20 ans, je suis désolé de vous dire que vous vous trompez magistralement. Je vous invite à regarder tout ça. Merci. Juste Une réaction? Juste pour répondre, je parlais d'études d'État, de l'État, des services de l'État, directement. Point éclairé. Siobhan, Juanco, a few questions, and I'll take one more question from up here. Gary, J'ai une question pour Gary, basée sur ces données. Vous avez parlé qu'au Royaume-Uni, vous avez une stratégie qui est construite autour des données et puis les premières pages dans le journal. Tout ça. Quel rôle jouent les sondages dans la mise en place de votre stratégie? C'est une très bonne question. Il faut se rendre compte que ces études coûtent cher. Donc, il faut un retour sur cet investissement-là. Donc, on va voir les hommes et femmes politiques, on participe à des groupes parlementaires et le fait que l'on soit capable d'amener des chiffres générés par les municipalités elles-mêmes qui indiquent les lacunes, ça nous facilite le dialogue avec les hommes et femmes politiques. Ça nous facilite le travail d'indiquer là où il faut des investissements. Nous entendons des cas de nos sondages étant utilisés à Westminster même lors des débats parlementaires. J'ai dit à la fin de ma présentation que 100 millions de livres sterling ont été mis de côté pour les routes. Il y a une sensibilisation également. On est conscient maintenant qu'il ne s'agit pas que de dépenser des sous. Il s'agit de dépenser des sous d'une manière intelligente. Nous avons vu il y a 5 ans au Royaume-Uni une nouvelle initiative qui était censée aider les municipalités à mieux comprendre leur réseau et à mieux s'en occuper. Donc, c'était mettre le doigt sur la protection long terme plutôt que de faire des petites réponses, des petits pansements dans le court terme. And this £100 million funding is. Donc nous avons parlé de ce financement et vous savez qu'on disait que c'était un financement uniquement pour trouver une solution au nid de poule. Et ça, ce ne sont pas des investissements intelligents et à long terme, car on va réparer un nid de poule et l'année suivante, la réparation aura disparu. Donc il faut réellement essayer de sensibiliser les décideurs. Il faut qu'ils comprennent comment investir intelligemment cet argent, mais tout cela est lié à cette notion de performance à long terme et pas à court terme. Donc, je vous donne la parole pour les conclusions. Donc, bonjour, je m'appelle Craig et je suis responsable du transport local au sein du ministère des Transports. Donc, les millions là que vous avez évoqués, c'est mon budget. Donc, je souhaitais vous poser la question. Quelle est la différence entre une meilleure communication et le lobbying ?
car dans un cas, on utilise des faits, des informations pour prendre des décisions rationnelles, que ce soit pour les politiques ou pour les utilisateurs de la route. Et ensuite, le lobbying, c'est on prend certaines informations et puis on va les teinter pour les adapter à tel ou tel cas de figure. Donc là, j'ai l'impression que lorsque vous avez parlé de communication, vous avez évoqué les deux possibilités. Bon, on pourrait en parler pendant des heures et des heures, la différence entre la communication et les groupes de pression, le lobbying. Communication. C'est juste une part plus ou moins cachée et une connotation négative que l'on donne au mot de la communication. Toute communication et tout plan global de communication doit comporter deux aspects. Un aspect populaire, grand public, et un aspect souterrain, entre guillemets, c'est-à-dire ce qu'on va appeler de manière à connotation négative lobbying. Le lobbying, j'ai jamais compris pourquoi d'ailleurs on lui donnait une connotation négative, puisque ce n'est qu'une réponse à normalement une attente. Il n'y a pas de lobbying réussi sans assentiment général de la population, sinon ça ne marche pas à un moment donné. Il s'est passé un exemple en France. Je vais vous raconter cette petite histoire, elle touche de près ou de loin à la route. C'était au moment de la mise en place de l'éthylotest obligatoire en France. On avait décidé en France, l'État avait décidé de mettre en place une obligation pour que toutes les voitures aient un éthylotest jetable. Deux même, parce que si on l'avait utilisé, il fallait en avoir un autre dans la boîte à gants. C'était pas populaire. Le lobbying avait fonctionné. Mais quand le populaire a repris le dessus, cette obligation a été abrogée par le ministre de l'Intérieur. C'est bien la preuve qu'il ne peut pas y avoir d'action de lobbying réussie sans une communication juste. Être communiquement correct, c'est intégrer aussi le lobbying dans le plan général. Perfect. Time is always our enemy. I'll give you Just a quick remark on. Un commentaire là-dessus. Je crois que l'industrie, d'une manière générale, à mes yeux, nous recherchons un avenir durable, à long terme. Et la communication doit se fonder sur des données. Des données fondées, crédibles. Cela peut prendre un peu plus de temps. Là, vous avez parlé de 23 ans. Moi, j'étais là au début, d'ailleurs, avec ces études alarmes. Bien entendu, on ne peut pas toujours avoir le même impact qu'au début, mais il faut peut-être renforcer le message de manière régulière. Et je crois que cette communication à long terme, durable, je pense que c'est réellement la voie de l'avenir. Alors, malheureusement, on n'a pas votre vidéo, on ne peut pas la montrer. Mais est-ce que vous pouvez simplement nous rappeler, Dave, où est-ce qu'on peut trouver cette vidéo sur YouTube? Vous pouvez nous expliquer comment on peut y accéder? Alors, le lien apparaît à l'écran, c'est une vidéo sur YouTube. C'est le ministère du Transport de l'État de l'Ohio qui a préparé cette vidéo, 1 minute 53 secondes. C'est réellement à destination du grand public. Il ne s'agit pas de préparer une vidéo pour les membres de cette autorité ou pour les ingénieurs. Donc, je ne sais pas si vous avez eu le temps de noter le lien en 5 secondes, mais on va peut-être laisser cette information à l'écran. Mais si vous venez me voir, je pourrais vous montrer cette vidéo sur mon portable. Donc, merci beaucoup à nos 5 experts. Nous pouvons les applaudir. Nous allons garder Siobhan avec nous et nous abordons la dernière partie de cette session. Et j'ai le grand plaisir d'accueillir Mathieu Flonneau, qui est un professeur en histoire contemporaine. Il est historien spécialisé dans le patrimoine routier. Donc la personne parfaite pour conclure sur cette thématique. Il est professeur à Paris 1 Panthéon-Sorbonne. Il représente également l'ABEX et le groupe de réflexion URF. Vous allez parler en quelle langue ? Vous avez fait donc une étude sur le fait qu'il ne faut pas diaboliser la route. Et puis, vous avez écouté tout ce que les gens ont dit. Vous allez maintenant nous proposer votre avis et vos conclusions.
Merci beaucoup. Bonjour à tous. Merci Alex Taylor et aux organisateurs de la session pour donner finalement aussi la parole dans un autre registre de discours, mais qui va essayer évidemment de s'attacher à ce qui a été dit précédemment. Je vais proposer quelque chose qui est décalé par rapport au PPRS 2015 parisien auquel j'avais participé et j'avais communiqué autour de la naturalisation de la route et de cette civilisation avec ses ruptures, ses continuités. Alors nous vivons évidemment des ruptures, mais aussi des continuités, et le milieu routier le sait bien, pour aussi vivre une période qui ouvre, à mon sens, une autre réceptivité au discours corporate, et on le voit bien, à la suite des assises de la mobilité, eh bien la route a été à certains égards revalorisée. Et je pense qu'il y a une nouvelle géométrie par rapport à des professionnels qui sont habitués au linéaire ou aux courbes parfaites. Eh bien, il y a une nouvelle géométrie routière qui donne une nouvelle légitimité à ce discours sur la route. Et finalement, 3 ans révèlent des réalités qui sont liées aux valeurs, comme cela a été dit à l'instant, beaucoup plus qu'à des données éventuellement économiques qui sont réelles, et vous les connaissez mieux que moi, mais des données qui touchent à cette épaisseur civilisationnelle que la route porte avec elle, et qui porte sa propre légitimité. Alors très rapidement, je vais tâcher de représenter dans la lignée de ce que je fais à mes étudiants de Sciences Po avec une conférence qui s'appelle « On the Road », prendre et comprendre la route, car les deux sont importants. Eh bien, il s'agit de remettre dans cette nouvelle géométrie qui excluait quelque peu la route à la suite des difficiles quand même Grenelle de l'environnement, le 1, le 2, et puis de leur révision nécessaire, et puis les assises de la mobilité sont là pour rappeler une forme de principe de réalité, eh bien, pour remettre la route au centre, ou en tout cas la réintégrer dans le cercle de la raison, comme l'on dit chez les économistes, raisonnable. Toujours est-il que la route compte. Et comme spécialiste des cultures du volant et des cultures de cet espace public organisé, non pas de façon dictatoriale autour de l'automobile, eh bien je perçois toutes les finesses qu'il peut y avoir dans cette adaptation, ce qui m'avait incité à répondre à Nicolas Authier tout à l'heure dans un panel, parce qu'effectivement l'adaptation a toujours été réciproque et complexe entre la route et le reste du monde. Alors, provocativement, évidemment, mon métier est un peu celui-là, d'écouter ce que peut encore nous dire la route dans certains territoires ruraux, comme vous pouvez le voir ici. Ce n'est pas totalement déconnecté d'une réalité politique. Et je dirais même dans le contexte français, cela a été dit hier, mais d'une réalité républicaine. Et l'on est bien placé à Nice, en 2018, pour l'éprouver. Nice qui est finalement, à certains égards, le débouché final de la Nationale 7, qui participe eh bien, du socle français tout de même. Il faut le rappeler, ces routes relient des territoires et les débats des métropoles sont importants, certes, mais les territoires ont aussi toujours beaucoup à nous apprendre. Je dirais aussi, comme historien, que Nice est important parce que les premières études contre la poussière du docteur Ernest Guglielminetti au début du siècle, eh bien, ont été faites à Nice pour précisément améliorer les réseaux routiers. Donc j'aime beaucoup cette image un peu sombre là peut-être, mais qui évoque eh bien, la tonalité routière importante dans le pacte politique républicain également. Alors des écrits, il y en a beaucoup, je les indique pour mémoire, mais l'un des éléments qui est structurel pour les valeurs, c'est l'élément de la mobilité. On sort du fonctionnel, on sort d'un discours technique qui parfois est, on le regrette, mais un peu inaudible. Et donc de ce point de vue-là, eh bien, il s'agit d'investiguer, de rechercher ce que le choc de mobilité contemporain peut avoir à nous dire. Donc un travail accompli avec l'Union routière de France, et puis des travaux sur une période un peu plus glorieuse, peut-être celle des 30 glorieuses, justement de la civilisation automobile. Et puis je vais prendre un exemple, et ce sera le dernier, mais très concret. Un exemple d'opportunité proche, finalement pour le milieu routier, pour se faire entendre. Cet exemple, c'est l'exemple d'une manifestation qui a lieu tous les 2 ans à Paris, c'est le Mondial de l'automobile. Et le Mondial de l'automobile, c'est aussi le million de visiteurs. 1 million de visiteurs, c'est pas totalement négligeable, avec évidemment l'écho des réseaux sociaux aujourd'hui et des visites virtuelles possibles. Il se trouve qu'en 2012, 2010 déjà, j'avais contribué à organiser des ateliers du Mondial avec le comité des constructeurs français d'automobiles. En 2016,
j'avais été commissaire, missionné par Jean-Claude Giraud, le commissaire général du Mondial, pour l'exposition sur l'automobile fait son cinéma. Peut-être l'avez-vous visité, en tout cas beaucoup de personnes sont venues. 3 fois il a fallu changer la moquette dans ce hall 8 qui était un peu excentré et qui avait donc eu beaucoup de succès, y compris auprès du président Macron qui ne l'était pas encore et qui était candidat et qui avait passé 1 heure pleine dans le hall. Il se trouve qu'autour du cinéma, on n'est pas loin du Festival de Cannes, mais enfin autour du cinéma se jouait quelque chose d'assez glamour, mais que j'espère réinvestir à l'occasion de la quinzaine qui s'annonce, dont l'affiche peut-être est-elle parvenue jusqu'à votre connaissance, mais c'est celle-ci, l'affiche du prochain mondial, qui montre bien qu'on n'est pas prêt de se dessaisir du volant aussi, et qui finalement interprète de façon assez symbolique cet usage de l'automobile, mais il est assez facile d'y rajouter éventuellement un pointillé pour l'exposition des routes. Et cette exposition des routes, en voici quelques images qui n'ont encore rien de contractuel, si j'ose dire, parce qu'on est en train de la créer avec une sélection de véhicules faite par la Fédération française des véhicules d'époque, et on y contribue. Mais il y aura du marquage, il y aura des panneaux. On travaille avec le syndicat des équipements de la route, on travaille également avec le musée des ponts et chaussées et de l'équipement qui se trouve à Vatan. Il est assez regrettable qu'en région parisienne, il n'y ait plus de musée de l'équipement, mais il n'y a toujours pas non plus de musée de l'automobile. Donc il y a des questions là qui sont lourdes à soulever, à se poser. Et donc, cette opportunité, et on est toujours en train de rechercher des ressources, autour d'une exposition qui aura lieu dans un des halls centraux du futur mondial de l'automobile entre le 4 et le 14 octobre prochain, cette exposition est véritablement une occasion pour le monde de la route, autour évidemment du paravent un peu populaire, pas populiste, populaire, des routes mythiques, eh bien de réinvestir un champ qui, dans la grande convergence des routes et des mobiles, eh bien doit donner sa place à une thématique qui est évidemment une thématique riche aujourd'hui en écho des valeurs que vous évoquiez, madame, évidemment, qui sont à mettre en évidence avant, je dirais, tout discours technique qui n'est que secondaire. Et je le dis devant des ingénieurs de l'automobile, votre objet n'est pas technique, votre objet est social, politique, culturel, patrimonial, enfin, cela a été rappelé, et cela s'applique tout particulièrement au monde routier, où l'héritage, cela a été dit par le représentant du gouvernement hier, est celui du premier patrimoine public français. Voilà, je vous remercie. Et évidemment, tous les exemples qui ont été évoqués précédemment, en espagnol, américain, anglais, eh bien, se raccordent finalement et seraient très bienvenus avec des routes mythiques en Espagne, aux États-Unis, éventuellement en Angleterre. Je vous remercie. Merci beaucoup, Mathieu Frenot. Venez nous rejoindre juste 5 minutes ensemble. I've been listening to you. Alors, je vous ai écouté et vous savez que je suis journaliste. Et je suis un journaliste européen. Et ce que j'ai appris au bout de 30 ans, c'est qu'il faut partager sa passion, il faut faire passer un message avec passion. Tout est question de passion. Ça a été le cas pour le Brexit. Vous pouvez faire passer des messages avec des informations concrètes, mais c'est la passion qui va primer. Donc comment est-ce que l'on peut réinjecter de la passion dans ce débat? Vous avez parlé de la route 66. Comment est-ce que l'on peut injecter justement cette passion? La passion, c'est tout de même celle d'un objet, d'un support qu'il ne faut pas appauvrir et qu'on ne peut pas réduire à une réalité numérique. C'est-à-dire que baisser la vitre, prendre une bouffée d'air, voir un paysage, évidemment, c'est une plus-value et c'est une réalité augmentée qui n'a rien de digital. Vous êtes là devant quelque chose qui impacte effectivement le sentiment, la sensation. Il faut revenir à ce binôme-là finalement d'un objet sensationnel au sens de créateur de sensations qu'est l'automobile et un support qui peut être également créateur de sensations. En ouvrant au paysage, enfin, il y a une forme d'autisme parfois du rapport à l'automobile qui, moi, me désespère. Ce n'est pas mon rapport à l'automobile. Siobhan, some questions? Well, to be honest, I think Pour être tout à fait honnête, nous n'avons pas beaucoup de temps. Vous avez parlé des émotions, des sensations. Moi, j'en ai parlé il y a longtemps. C'était peut-être un peu trop tôt.
Mais je souhaitais simplement faire un petit résumé. Vous m'avez posé la question au début, quelles sont mes attentes par rapport à la table ronde? Et je pensais que l'on allait avoir des démonstrations d'excellentes initiatives avec des études, des sondages, le rôle des politiques, comment influencer les politiques. On a parlé de l'éducation, de la sécurité. Vous avez parlé d'une boîte à outils. J'avais l'impression que vous avez dit Playboy et pas Playbox. Mais nous avons eu des présentations très diversifiées avec un fil rouge néanmoins, car il s'agit de tendre vers des objectifs communs. Et ça fait partie des propos que j'ai tenus ce matin. Comment chanter en chœur? Comment travailler ensemble pour que l'on puisse réellement faire entendre notre voix en tant que chœur et pas en tant que soliste? Alors, Juan José, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous pensez nous aider à chanter à l'unisson? Donc je vais parler en anglais. Je souhaite vous présenter cette démarche. C'est une idée qui vise à créer la journée mondiale de la maintenance routière. Nous avons des journées internationales de ceci et de cela, mais pourquoi ne pas saisir cette occasion pour dialoguer avec les populations du monde entier, pour parler de l'importance de la maintenance du réseau routier, avec cette journée internationale de la maintenance des routes. Il y a 3 semaines de cela, nous avons commencé à lancer ce compte Twitter. Et d'ailleurs, je vous invite à suivre ce fil. Donc, @IRMD 2018, et en 2 semaines, nous avons pu atteindre 223 followers. Et j'espère que l'on va pouvoir augmenter ce chiffre. Voilà notre logo. Et voilà le hashtag spécifique pour cette journée mondiale. Quelle est cette date? L'idée qui est tout à fait unique, c'est une idée révolutionnaire. L'idée, c'est de pouvoir créer le premier jeudi du mois d'avril, donc ce sera le 5 avril cette année, réunir toutes les personnes dans le monde entier, en les invitant à créer un événement IRMD. De quoi s'agit-il exactement? En Espagne, je peux vous parler de 2 tables rondes qui aborderont des thématiques comme celles que nous avons évoquées aujourd'hui. Donc, différentes personnes dans différents pays peuvent ainsi organiser des événements pour défendre l'importance de la maintenance du réseau routier. Et bien entendu, il faut fédérer tout le monde autour d'un hashtag commun. Donc, hashtag IRMD 2018. Voilà le visuel de cette journée mondiale de la maintenance routière. Voilà le slogan, j'espère que vous serez d'accord. Maintenir les routes signifie protéger l'environnement. Il ne s'agit pas de parler de la valeur de notre patrimoine ou des accidents. Là, l'idée est de mettre l'accent sur l'environnement. C'est un message simple que tout le monde peut comprendre. Voilà le site web. Je vous invite à le visiter. C'est un site en 2 langues, pour l'instant en espagnol et en anglais. Vous voyez là la journée internationale de la maintenance du réseau routier. Et nous essayons de véhiculer un message très simple que tout le monde puisse comprendre. Donc avec 5 fiches. Tout d'abord, toutes
kilos de CO2 investis dans la maintenance des routes peut éviter l'émission de 36 kilos de CO2 provoqués par le trafic. Deuxième message très simple, facile à comprendre. Nous pouvons réduire de 13% les émissions, notamment en améliorant l'état des routes. Et ça, c'est effectivement une conclusion d'un rapport très connu. Donc là, on parle d'un tiers du réseau routier en Europe qui doit être modernisé ou qui doit faire l'objet d'opérations de maintenance afin de pouvoir réduire les émissions de CO2. Et chaque mètre carré de route rénové, maintenu, permet d'éviter ou de réduire les émissions jusqu'à 2350 kg de CO2. Donc là encore, c'est histoire de se tourner vers l'avenir. Et ensuite, une chaussée en mauvais état est un obstacle au développement social. Cela peut également avoir des incidences négatives sur l'économie. Donc, comment apporter sa pierre à l'édifice? Pour l'instant, nous avons 4 possibilités. Donc, IRMD Friends, donc vous avez le statut d'ami de l'IRMD, vous pouvez simplement utiliser ce hashtag et vous ferez partie de cette liste des amis de l'IRMD. Ensuite, le statut de partenaire. Si vous êtes une entreprise, une association, vous pouvez peut-être organiser un événement ou prendre des mesures pour promouvoir cet événement. Vous pouvez proposer des idées. Nous essayons de recueillir toutes ces initiatives. Ensuite, le statut de sponsor. Donc des organisations, des entreprises, comme la CESMA par exemple, qui peuvent organiser des manifestations en Espagne. Pour l'instant, nous avons 2 manifestations confirmées en Espagne pour l'une et en Slovénie pour l'autre. Mais nous avons également le Mexique, la France, je l'espère, les États-Unis, qui pourront également se joindre à nous. Car pendant 24 heures, le jour de cette journée internationale, nous pourrions réellement assurer la promotion de ces différents événements pour recueillir tous les messages grâce à ce hashtag partagé. Et voilà le programme à Madrid, donc de 9 à 11h30 avec un streaming, accès gratuit. Donc vous pourrez participer à cet événement en direct. Et voilà le programme en Slovénie. Donc, c'est exactement la traduction de la journée internationale de la maintenance routière. Et voilà la vidéo dont je vous ai parlé. Donc, vous y avez accès à partir du site web. Il s'agit là de recueillir toutes ces images. Et nous avons une vidéo ici qui souligne l'importance de la maintenance des routes. L'impact négatif sur le développement social, la réduction des émissions, le bon état des routes qui permet réellement d'éviter des émissions de CO2 et ensuite les réductions de CO2 que l'on peut obtenir exprimées en termes d'équivalent véhicule. Et le message le plus important, c'est qu'il faut investir dans la maintenance des routes afin de pouvoir protéger l'environnement. Et pour conclure, gardez à l'esprit ces 4 statuts, mais nous sommes ouverts à d'autres propositions. Merci beaucoup et j'espère que vous allez tous devenir des amis de l'IRMD et surtout n'hésitez pas, si vous le souhaitez, à organiser vos propres manifestations dans vos propres pays. Hey, Siobhan. Merci beaucoup à tous pour vos contributions respectives, votre passion que vous avez partagée avec nous. J'ai 2 ou 3 annonces à faire vis-à-vis de la suite. À 13h, il y a un cocktail déjeunatoire, donc on peut déjeuner et puis boire un coup.
Il y a l'expo, bien sûr, et à l'Agora, il y a une séance. Et puis ensuite, à 14h30, il y a les séances parallèles qui commencent. Et ce soir, à 19h30, nous avons une soirée époustouflante à l'hôtel Negresco, un hôtel légendaire ici à Nice. Donc, si vous vous êtes inscrit, vous allez vous régaler. Le lieu est formidable. Mais il faut être inscrit sur la liste pour le dîner de gala ce soir. Sinon, on se donne rendez-vous demain pour notre dernière plénière. Bon appétit à tous.